Bienvenue dans Audition publique sur Public Sénat et LCP avec cette question qu'on va poser à notre invité dans quelques instants. Les Français seront-ils bien soignés cet été? Question très pertinente puisque vous le savez, depuis plusieurs années, on constate une saturation des services, un épuisement des personnels, des fermetures de lits pas toujours comprises ou justifiées. Les grandes chaleurs qui commencent n'arrangent rien. Quel est le tableau? C'est la question qu'on va vous poser. François Braun, merci beaucoup d'être notre invité ce soir. Bonsoir. Vous êtes ministre de la Santé. Vous avez été pendant plus de 30 ans, 38 ans, je crois, sauf erreur, Oui, sûrement. urgentiste. Et vous aviez dit, lorsque vous êtes arrivé au gouvernement il y a presque un an tout pile, vous aviez dit « Je suis urgentiste, je le resterai et j'ai la volonté de régler le plus rapidement possible les problèmes ». Qu'avez-vous amélioré, monsieur le ministre, depuis un an? C'est la question qu'on va vous poser. On vous interrogera aussi sur votre surface politique, comme on dit, votre présence au gouvernement est contestée. Vous ne donneriez pas assez de visibilité à vos dossiers pourtant cruciaux. Comment répondez-vous aux critiques? On évoquera aussi le droit à l'euthanasie. Le Sénat n'en veut pas. Vers quoi vous orientez-vous? La concertation n'a pas permis, semble-t-il, de dégager un consensus. Est-ce un échec? Quelle sera finalement la copie du gouvernement? Au fait, on ne parle plus du tout du Covid. À juste titre, le virus a disparu. Plus besoin de rappel de vaccin. Vous nous direz tout à l'heure ce qu'il faut en penser. Brigitte Boucher, Tam Tranui et Vincent Roux reviendront sur toutes ces questions d'actualité. Jim Jarassé du Figaro évoquera avec vous le remaniement. Est-ce que vous aimeriez rester à votre poste? Merci en tout cas d'avoir accepté aussi le principe du débat avec le député LFI Damien Modet. Qui se posera la question comment relocaliser la fabrication des médicaments. C'est riche comme programme. Oui, tout à fait. Première question, réponse brève si c'est possible. Vous êtes depuis un an, je le disais, au gouvernement. Qu'est-ce qui vous frappe quand on est ministre? Qu'est-ce qui vous frappe dans cette fonction, dans le fond, vous qui venez de la société civile? L'importance de la charge, la responsabilité, de prendre des décisions. En tant qu'urgentiste, j'avais l'habitude de prendre des décisions concernant un patient, voire plusieurs patients, mais là, chaque décision concerne l'ensemble des Français, donc c'est une charge qui est importante. Si je vous demande de citer une satisfaction de ministre que vous avez eue depuis un an, j'espère pour vous, vous en avez eu plusieurs, mais une au moins. Oui, j'en ai plusieurs. Je pourrais vous parler de tout ce qu'on a déjà fait, ce que j'ai porté sur la prévention, mais et puis sur l'hôpital, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais peut-être rappeler quelque chose dont on ne parle plus, qui est passé inaperçu et pour laquelle la France, et j'en suis très fier, a eu un satisfecit de l'OMS. C'est la gestion de la crise de monkeypox, de variole du singe. Ah. On a beaucoup parlé à la fin de l'année dernière et je pense que la gestion a été très bonne et l'OMS nous a donné un satisfecit à la France pour la façon dont cette crise avait été gérée. Et comme on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, c'est vrai que c'est un peu passé sous les radars. Un mea culpa, monsieur le ministre. Ah, mais je vous en prie. Un mea culpa. Mea culpa, peut-être le non-aboutissement de la négociation conventionnelle avec les médecins généralistes. La négociation? Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous regrettez dans le fond? Je pense que l'objectif est bon et j'ai depuis discuté et je continue à discuter avec les syndicats de médecins. L'objectif est bon, mais peut-être que je ne l'ai pas assez mis en avant, donc ce qui est le cas actuellement. Vous n'avez pas su convaincre, c'est ce que vous voulez dire? Pas suffisamment. Oui. Et vos relations avec les syndicats, une note de 0 à 10? 8. 8, donc vous êtes plutôt satisfait de ça? Oui. En plus, ce sont des gens que je connais depuis longtemps, de par mon passé syndical. Et oui, nous avons des échanges qui sont très, très fluides. Mais effectivement, je n'ai pas réussi à convaincre, donc... Maintenant, je m'attelle à continuer à les convaincre. L'objectif est le même, mais peut-être que le chemin à prendre sera différent. La situation à l'hôpital public, monsieur le ministre, n'a jamais été aussi grave. Il s'effondre par pans entiers. C'est ce qu'écrit l'intersyndicale des praticiens hospitaliers. Que dites-vous de cette phrase? Je dis que la situation de l'hôpital public est difficile et compliquée, que ce n'est malheureusement pas nouveau. Que lors de mes déplacements sur le terrain, j'étais encore
à Vendôme ce matin, j'étais à Clermont-Ferrand jeudi dernier. Ce n'est pas du tout le message qui est porté par les professionnels de terrain. Donc vous dites Ils considèrent que c'est la faux, situation ou est... c'est Non, plus contrasté que ça. la situation est difficile, c'est plus contrasté que cela. Il y a une refondation de notre système de santé à laquelle participe l'hôpital public. C'est souhaité, c'est volontaire, mais il faut savoir que les difficultés de l'hôpital public, elles sont essentiellement liées à du manque de personnel médical. Écoutez, je pense qu'il aurait fallu prendre les décisions du numerus clausus bien avant. Heureusement que le gouvernement précédent les a prises pour faire sauter ce numerus clausus. Et puis aussi de personnel paramédical avec cet enjeu majeur d'attractivité de notre hôpital public sur lequel je travaille avec les organisations syndicales. Donc dans le fond, vous dites en un an, je ne pouvais pas redresser à moi tout seul la montagne de problèmes qui pèsent sur l'hôpital public. Je l'ai dit dès que je suis arrivé. La temporalité du système de santé, c'est pas une temporalité à 1 an ou à 6 mois ou même à 2 ans. L'enjeu principal, et c'est ce que m'a confié la Première ministre et le Président de la République, c'est cette refondation de notre système de santé. Cette refondation, on l'a prise par la base, avec les conseils nationaux de la refondation de la santé au niveau des territoires, en allant chercher les complications, les solutions aussi à l'échelle de chaque territoire et en fabriquant cette boîte à outils pour refonder notre système qui était basé sur l'offre de soins et que je travaille à refonder sur la réponse aux besoins de santé de la population. Ça fait un peu technique, mais c'est vraiment ça le cœur même de la politique que je conduis. Mais alors, c'est pas forcément très technique, c'est très concret aussi, les questions qui se posent aujourd'hui dans le domaine de la santé. Ce sont Brigitte Boucher et Tam Trami qui nous ont rejoints, qui vont vous poser un certain nombre de questions cribles, on va dire. On va commencer par parler d'un sujet que vous connaissez bien comme praticien et comme ministre, la situation des urgences qu'on nous annonce sous haute tension cet été. Est-ce que tous les Français qui en ont besoin pourront être pris en charge par les urgences ? Tous les Français qui en ont besoin seront pris en charge dans les situations urgentes. Pour cela, eh bien, il y a un réflexe, et je profite d'être sur votre antenne pour rappeler ce réflexe. Si vous n'arrivez pas à joindre votre médecin traitant, s'il n'est pas disponible, vous faites le 15. Vous appelez le SAMU, en fait, qui évolue vers le service d'accès aux soins, qui est en train de s'installer partout. Parce que la solution... Il ne faut pas se présenter aux urgences sans avoir appelé le 15 aujourd'hui. Il vaut mieux éviter, parce que si vous vous présentez aux urgences et que votre cas ne relève pas du service des urgences, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas considéré comme urgent pour vous, mais il ne relève pas du service des urgences, eh bien vous allez attendre. Et vous allez attendre beaucoup, parce que passeront devant vous des gens dont la situation sera plus urgente. Alors que si vous appelez le 15, vous allez avoir très vite un médecin. Rappelons quand même ça dans notre France, c'est que où que vous soyez, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, vous faites le 15, vous avez en 1 à 3 minutes un médecin au téléphone. Ce médecin va évaluer votre situation. S'il relève de la médecine générale, il va vous orienter près du médecin généraliste à côté de chez vous. On nous annonce quand même beaucoup de fermetures de services d'urgence cet été. Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner ? Non, parce qu'il n'y a pas de fermeture de services d'urgence. Il n'y en a pas. Il y a quelques exceptions dans des réorganisations territoriales, mais il y a un accès régulé aux urgences. Attendez, il y a des exceptions, il y a des fermetures, de fait ? Il y a des réorganisations, mais qui amènent à des fermetures. Oui, quand vous avez 3 services d'urgence dans une ville, que pendant cet été, voire même plus tard demain, ils se soient mis d'accord pour concentrer sur 2 services simplement. Mais c'est fermé temporairement, ça en fait un de fermé. Non, mais ça ferait peut-être un de fermé, mais c'est de la réorganisation. Comment ? L'offre de soins s'en trouve réduite ? Mais non, ça c'est. Je pense qu'il faut qu'on arrête. Expliquez-nous, parce que c'est pas simple. Hein. Mais je vous explique. Il faut qu'on arrête d'avoir des décisions verticales. Il faut qu'on laisse de la latence, on laisse de la possibilité aux gens sur le territoire de s'organiser. Si dans une ville vous avez 3 services d'urgence et que entre eux, ils considèrent que se regrouper va leur permettre de mieux prendre en charge les patients urgents et en même temps avec de la régulation médicale préalable pour diminuer la fréquentation des urgences, laissons-les faire. Mais il n'y a pas... J'entends partout parler de services d'urgence qui ferment. Non, oui. Les services d'urgence sont un accès régulé. Ça veut dire que quand on arrive aux urgences, on est en contact soit avec le médecin du SAMU par téléphone directement, qui vous dira effectivement votre cas nécessite les urgences, il vient de vous prendre en charge tout de suite, ou qui vous dira votre cas nécessite plutôt d'aller à la maison médicale de garde qui est à 3 rues de là, on les prévient, vous y allez. Est-ce qu'on peut c'est un accès résumer régulé, en important. disant que oui, il y a des services d'urgence, mais que le nombre de médecins, lui, ne diminue pas dans une même ville, par exemple ? Vous avez l'air de dire il y a des services qui ferment temporairement ou pas, mais il s'agit de regroupement.
Non, je crois qu'il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il y avait des services qui fermaient. J'ai dit que, comme pour les urgences, comme pour d'autres activités, il y a des réorganisations à l'échelle des territoires et qu'il faut laisser les gens, les professionnels de ce territoire se réorganiser. Que dans le cadre de ces réorganisations, il pouvait y avoir un service qui ferme au profit d'un autre qui est à proximité immédiate. Alors, est-ce qu'il y a quand même des zones d'inquiétude, des zones géographiques d'inquiétude? Et puis aussi, on a un moment, par exemple, on est en début de canicule. Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'engorgement, par exemple, liés à la canicule? On nous a dit 62 000 personnes qui sont mortes en Europe l'année dernière à cause de la chaleur. Mais vous savez, la canicule, c'est d'abord un problème de société avant d'être un problème médical. La canicule, c'est passer les bons conseils à tout le monde de s'hydrater, de ne pas sortir aux grandes chaleurs. C'est un lien social qui doit être créé avec les personnes âgées pour aller voir si elles manquent de rien parce qu'ils habitent à côté de chez vous. C'est déjà ça, la canicule. On arrive aux urgences, c'est déjà trop tard. Quand le médecin intervient sur la canicule, c'est que c'est trop tard. C'est-à-dire que toutes les mesures de prévention n'ont pas été correctement suivies. Je crois que c'est ça le message qu'il faut passer sur la canicule. Vous parlez de services d'urgence qui ne ferment pas. Il y a les députés, tous les députés de la Mayenne qui vous ont écrit personnellement pour vous dire que les services d'urgence vitale des 3 hôpitaux de la Mayenne seront fermés cet été. Non, ils sont en accès régulé. Je crois que, mais c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'il y a ce message en accès permanence. Régulé, ça veut quand même dire que l'offre est réduite, non? Mais ça veut dire que le service d'urgence se concentre sur ce pourquoi il est fait, à savoir prendre en charge des urgences. Si vous avez une otite, il est fermé pour les bobos, pour les petits bobos. Voilà, vous avez une otite, vous avez une rage dedans, c'est pas les urgences qui vont régler votre problème. Mais qu'est-ce qui se passe si on se présente dans ces services? Par exemple, concrètement, si on se présente là-bas, on attend, ou on a quelqu'un qui vient nous accueillir. Vous avez un personnel, souvent paramédical, qui vient évaluer votre situation. On appelle ça des infirmières d'accueil et d'orientation. Ça fait des années que ça existe et qui va dire, en contact peut-être avec le médecin régulateur du SAMU ou son médecin qui est sur place, dire écoutez, votre cas relève plutôt de la médecine générale. Ils sont installés à 2 rue de l'Aille, une maison médicale de garde, parce que il y a une réponse qui s'est organisée avec les médecins libéraux et vous allez mieux être pris en charge là. Mais peut-être que, en fait, vous ne tenez pas compte de la douleur, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas être en urgence vitale, mais avoir une véritable souffrance, en fait, avoir une véritable douleur. Excusez-moi, mais... Et si c'est une otite, vous allez dire que ce n'est pas très grave, mais ça peut faire très mal aussi. Ça sera évalué. Vous pouvez le penser, mais vous ne pouvez pas le dire comme ça. Je suis médecin urgentiste. Oui, la douleur fait partie des urgences. Elle est d'ailleurs évaluée à l'entrée de tous les services d'urgence. Donc non, on ne peut pas dire des choses comme ça. Les gens qui sont réorientés... Si on a une otite, on se présente pas aux urgences. Parce qu'il y a des otites qui ne sont pas horribles en termes de douleur. C'est-à-dire que les personnes sont réorientées vers des services de ville, des médecins qui ne sont pas des médecins urgentistes et qui donc prendront, on espère, s'ils sont disponibles, l'enfant qui a une otite. C'est ça l'idée. D'insister, c'est pour ça qu'il faut passer par la régulation médicale. Parce que le médecin régulateur, c'est comme ça qu'on les appelle, qui peut être un urgentiste ou un généraliste, en fonction de l'orientation de l'appel initial. Ce médecin sait quelles sont les disponibilités autour. Il va savoir que le cabinet dans la rue à côté, le médecin est parti en vacances, mais que 3 rues plus loin, le médecin est là et il a dit qu'il était d'accord pour prendre en charge ce qu'on appelle les soins non programmés. C'est très important de passer par cette tour de contrôle qu'est la régulation médicale et de bien dire aux Françaises et aux Français que tout ce qui concerne les urgences vitales, les urgences graves, elles sont assurées dans notre pays, soit dans les services d'urgence, soit dans les équipes de réanimation du SAMU qui interviennent à domicile. Alors il y a aussi le SAS, le service d'accès aux soins, donc soit on est dirigé vers les urgences, soit vers les médecins libéraux autour de soi. Est-ce que, en fait, le SAS ne couvre que la moitié de la population? C'est ce que je lisais. Aujourd'hui, oui. Donc l'autre moitié, elle fait quoi en fait? L'autre moitié, elle a le SAMU, elle a le 15, elle a toujours cette possibilité. Oui, mais vous dites qu'il faut moins aller aux urgences s'il n'y a pas de médecins libéraux. Si vous appelez au SAMU, on ne va pas systématiquement vous envoyer aux urgences, vous savez. Il y a une grande partie des appels qui sont réglés par un conseil médical. Et puis, c'est pas parce qu'il n'y a pas le SAS qu'il n'y a pas des médecins qui sont disponibles dans chaque secteur pour prendre en charge des patients en médecine générale. Est-ce que la loi RIST qui a été votée, qui baisse la rémunération, qui plafonne la rémunération des médecins intérimaires, n'aggrave pas un peu la situation? Aujourd'hui, on a vu des médecins qui refusaient, des intérimaires qui refusaient finalement de continuer à travailler dans ces conditions. Non, je peux dire qu'aujourd'hui, elle ne l'aggrave pas. Ce qui l'aggravait, c'était ce déplafonnement complètement délirant de l'intérim. Ça aboutissait à quoi? Ça aboutissait à des rémunérations indécentes, je le dis, parce que quand on a une rémunération de 5 000 € pour 24 heures, c'est indécent par rapport à l'infirmière avec qui on travaille, par rapport au médecin hospitalier avec qui on travaille, et ça aboutissait à une fuite des médecins de l'hôpital. C'était en train d'aggraver notre situation de
de désincarner complètement notre système Donc il n'y a hospitalier. aucune conséquence sur l'offre. Et là, probablement un certain nombre de médecins qui ont décidé de faire autre chose. Très bien. Si ils ne faisaient médecine que par l'appât du gain, peut-être qu'il vaut mieux qu'ils fassent autre chose. Alors vous dites que le public et le privé doivent collaborer. Je vous le lisais encore ce matin dans le Figaro. Mais il y a la loi de 2003 qui prévoit la suppression de l'obligation pour les médecins libéraux de faire des gardes et des astreintes. Est-ce que vous ne contournez pas finalement cette loi en obligeant les médecins libéraux dans le SAS à prendre en charge les patients? On ne parle pas de la même chose. On parlait de la loi de 2003 qui concerne les médecins généralistes. L'obligation de garde des médecins généralistes. Il faut savoir que la suppression de cette obligation de garde, qui était inscrite dans le code de déontologie, on a quand même aujourd'hui 96 à 98% du territoire français qui est couvert par des médecins généralistes de garde. Donc cela fonctionne. Mon inquiétude, elle est sur les 2 à 4% qui ne sont pas couverts et où nous avons là une réponse qui est une réponse public, par l'hôpital public, pour assumer cela. Donc ça fonctionne. Moi, ce que je dis dans Tout le monde participe, c'est les hôpitaux et les cliniques. Vous avez un hôpital, la charge, cette pénibilité de la permanence des soins, c'est-à-dire des gardes de nuit et des gardes de week-end, elle est prise en compte essentiellement par l'hôpital public. Quand vous avez des mêmes spécialistes qui sont dans la clinique à quelques rues de là, ce que je dis, c'est qu'arrangez-vous ensemble pour partager cette pénibilité. Sinon, il faut un service public de la médecine. Oui. Non, ça ne veut pas dire ça. Notre système fonctionne sur ces deux jambes. Le public et le privé. Et il fonctionne bien comme ça. Simplement, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre de l'un par rapport à l'autre. On va parler des déserts médicaux. Quelles sont aujourd'hui pour vous les zones les plus problématiques? Nous avons un déficit de médecins lié à des décennies de politique aveugle, il faut le dire. Un déficit de médecins partout sur le territoire national. Donc c'est partout? Oui, globalement, c'est partout. Demandez à nos concitoyens. C'est un peu moins pire dans le sud que dans le nord. Non, ils ont partout du mal pour trouver une consultation. Je pense que c'est un problème qui est tout à fait général. Ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est que je n'ai pas de baguette magique. C'est bien dommage. Sinon, je créerais 10 000 médecins généralistes demain et ils s'installeraient partout et on n'aurait plus de problème. Y compris dans les hôpitaux où on manque de médecins d'ailleurs. Ce n'est pas que dans la médecine générale. Donc, quelle est la solution? La solution, en tout cas... La seule qui est efficace rapidement, c'est de redonner du temps médical. Pourquoi? Parce qu'on a une clientèle par médecin. Avec les assistants médicaux, etc. Voilà. Ce que vous avez quand on regarde, vous savez, je discute avec mes collègues européens, voire même mes collègues au niveau du G7, on est tous face à la même situation. C'est international, c'est mondial, cette crise, au niveau du nombre de professionnels de santé. Vous me sentez venir, hein. Quid de la coercition? Il y a eu de nombreux parlementaires qui y sont aujourd'hui favorables. Guillaume Garot, qui a mené un groupe transpartisan sur une proposition de loi qui a été débattue récemment. Au Sénat, il y a Hervé Moret. Et ça n'a pas été voté. Quid de la coercition? On sent de plus en plus d'élus qui y sont favorables aujourd'hui face à ce problème des déserts médicaux. De s'installer dans certains endroits. Je l'ai dit dès le départ, moi sur aucun sujet j'ai des tabous. C'est pas le problème. Donc c'est pas un tabou. C'est pas un tabou pour moi. C'est pas corporatiste. Simplement, ça ne marche pas et ça va aggraver la situation. C'est ce que j'ai expliqué aux députés. Et l'incitation, ça ne marche pas non plus. Mais si l'incitation, ça marche. On peut pas laisser dire des choses comme ça. Pourquoi ça marche pas? Que ça ne marche pas la coercition. On n'a jamais essayé. Ah si, on a essayé. Ça existe en France d'ailleurs. Dites-nous. Mais ça s'appelle l'hôpital public. Vous croyez qu'un médecin qui veut s'installer dans l'hôpital public, il choisit où il veut s'installer? Il va s'installer où il y a de la place. Pour autant, croyez-vous que dans ces zones désertiques, il y ait tous les médecins à l'hôpital? Non. Du coup, ça fonctionne alors, non? Mais non, ça ne fonctionne pas. Parce que dans ces zones-là aussi, on manque de praticiens à l'hôpital. De toute façon, on n'en a pas formé assez. On n'a pas formé assez de médecins. Oui. Donc la Mais est-ce qu'il solution, n'y a elle pas est des là. déserts médicaux qui sont pires que d'autres et où, temporairement au moins, on pourrait avoir une certaine forme de coercition pour... C'est-à-dire dégrader les autres pour un autre et sur quels critères? La concentration de médecins, l'âge de la population, les pathologies qu'on rencontre qui ne sont pas les mêmes dans l'Est de la France que dans le Sud-Ouest? Il y a plein de critères qui peuvent exister, effectivement. L'âge moyen de la population dans le département de la Creuse, il est très élevé. C'est un département désert avec très peu d'accès aux soins. On a plusieurs niveaux de réflexion. C'est-à-dire quels critères on utilise. On peut effectivement trouver plein de critères sur l'état de santé de la population et dire peut-être que là, ce serait mieux qu'ailleurs. OK. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on met en place cette coercition? Parce que c'est une coercition, il faut être clair, en disant vous n'avez pas le droit de vous installer là, mais vous avez le droit de vous installer à tel endroit. Moi, j'ai discuté avec les médecins. Je veux dire, on peut discuter avec les Françaises et les Français, c'est important sur leur ressenti. Pas pareil, les Français et les médecins. Les médecins ne veulent pas, les Français, le problème, c'est que moi, ce que me disent les professionnels, et je sais que c'est ce qui va se passer, c'est pour ça, parce que aussi ça s'est passé dans d'autres pays.
ils me disent très bien, on ne va plus faire médecine générale. Mais vous calez pas là devant ce chantage? Mais non, je cale pas devant ce chantage. Je suis intimement persuadé, aussi parce que ça a été essayé ailleurs et que ça a été un échec, je suis intimement persuadé que ça ne fonctionne pas et qu'on va aggraver la situation en ayant moins de médecins qui font de la médecine générale, en ayant des médecins qui vont choisir le salariat. Ils iront dans des maisons de santé, dans des grandes villes, et on ne pourra rien leur dire, en choisissant des médecins qui vont se déconventionner, être en secteur 2, en créant une médecine à 2 vitesses. Ça ne fonctionne pas. Alors, vous formez de nouveaux médecins en supprimant le numerus clausus. Seulement, les universités, elles, ne sont pas extensibles. Et il paraît que, finalement, il n'y a pas assez de formation possible pour les jeunes qui veulent s'engager en médecine. Est-ce que c'est la vérité, aujourd'hui, de cette situation? Alors, avec la suppression du numerus clausus, nous avons augmenté de 15%, quand même, le nombre d'étudiants en 2e année. Donc, c'est pas rien. Voilà. Maintenant, vous savez, le problème, il est le même. Pour enseigner la médecine, il faut des médecins. Il faut des médecins enseignants. On a formé moins de médecins pendant des décennies. On a moins d'enseignants. On ne va pas accepter de former plus mal. La médecine française est une médecine de qualité qui est reconnue partout. Moi, je veux que les médecins, les jeunes qui s'engagent dans médecine, ils soient bien formés, ils soient très bien formés. Donc, l'objectif est global. Il faut former encore plus d'enseignants. Et c'est ce que je fais avec les enseignants en médecine générale en particulier, c'est maîtres de stage universitaires. On a largement élargi les possibilités de formation pour avoir plus d'enseignants. Et du coup, ça va peut-être prendre un peu plus que 10 ans? Non, c'est à peu près le même rythme, si vous voulez. C'est pour former un enseignant ou, par exemple, un professeur d'université, eh bien, il faut déjà qu'il ait fait son cursus. Et puis, c'est en gros 5 ans où il sacrifie, entre guillemets, sa vie pour être professeur des universités. Pour former un enseignant, un maître de stage universitaire, c'est beaucoup moins, c'est quelques semaines. Et on va dans ce sens. Alors, il y a environ 720 000 patients souffrant d'ALD, d'affections de longue durée, et qui n'ont pas de médecin traitant. Est-ce que vous avez trouvé une solution pour tous, vous qui avez lancé un plan d'action déjà il y a quelques mois? Il y a un peu plus de 2 mois, oui, nous avons trouvé des solutions. La première des choses était d'informer tous ces patients, ce qui a été fait. Les 720 000, ils ont été tous informés? Les 720 000 ont été informés parce que, vous savez, on leur demande s'ils veulent qu'on s'occupe de leur cas. C'est un petit peu normal. Il y en a qui n'ont pas de médecin traitant, mais qui ont un médecin spécialiste traitant. Je pense en particulier aux diabétiques qui peuvent avoir un endocrinologue traitant. Mais vous avez des solutions pour combien aujourd'hui? Pardon, les avez informés par courrier? Par courrier, par mail, par tous les moyens possibles. Ils ont tous été contactés. Ils ont tous été contactés. J'ai confié ça à la Caisse nationale d'assurance maladie, à la Sécurité sociale. Et maintenant, nous sommes dans la phase combien on a trouvé des solutions? Où nous leur proposons un médecin traitant. Nous travaillons pour cela avec les médecins généralistes, avec en particulier les CPTS, ces fameux groupements de professionnels de santé à l'échelle d'un territoire. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'un peu plus de 53 000 de ces patients, on leur a trouvé un médecin généraliste. 53 000 sur 720 000, donc il y a encore du boulot. Vous nous annoncez ce soir que 53 000 de ces 720 000 ont trouvé la solution. Ils ont un référent. On leur a trouvé la solution. On leur a trouvé un médecin traitant grâce au travail qui est fait en 2 mois. Et demi. En 2 mois. Vous pourrez atteindre l'objectif de 720 000 à la fin de l'année? En 2 mois, parce que c'est l'objectif. Je fais tout pour, et c'est un objectif. Et quand on regarde les courbes, ça s'accélère. Vous dites c'est encourageant. Si on l'a fait pour 53 000, on va pouvoir le faire pour combien de personnes? Je dis, on l'a déjà fait pour 53 000. Donc continuons dans cet axe-là. Vous auriez pu citer ça comme satisfaction d'ailleurs, mais vous le faites maintenant d'ailleurs. Est-ce que vous êtes toujours réservé sur l'aide active à mourir, sachant que la Convention citoyenne pour la fin de vie s'est massivement prononcée pour cela et que le président de la République a promis un texte? Je me suis exprimé sur ma vision des choses. Voilà, c'est des situations... Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez... C'est des situations que j'ai connues, beaucoup, nombreuses, dans mon exercice professionnel. Ce que je dis, c'est que pour moi, le principe de fin de vie n'existe pas en tant que tel. C'est à chaque fois la fin d'une vie. Et la fin d'une vie avec toute son histoire, avec toutes ses souffrances ou pas, toutes ses joies, et que c'est une analyse qui est, j'allais dire, à chaque fois différente. Et vouloir généraliser le concept... moi, me perturbe. Donc vous êtes réservé sur un texte? C'est la promesse du gouvernement? Absolument pas. C'est une promesse du gouvernement. Vous savez, c'est avant d'être un problème médical. Là, je vous ai donné mon avis personnel. Vous êtes réservé sur un texte, donc... Je n'ai pas dit que j'étais réservé sur un texte. J'ai dit que c'est d'abord un problème de société. Et c'est ça que je veux mettre en avant. Mais la société le demande, justement. Non, mais peut-être pas. Le
le schéma est en On appuie route. sur les sondages. Non, mais le scénario est en cours. Le président de la République l'a annoncé. Il y avait cette convention citoyenne. Maintenant, nous sommes dans une phase parlementaire qui va se dérouler jusqu'à la rentrée. On verra ce qui va sortir de cette phase parlementaire. Peut-être faudra-t-il préciser des choses ou pas. Moi, je ne préjuge pas du résultat. Je dis simplement qu'il faut prendre un petit peu de hauteur. Ce n'est pas un problème médical, c'est un problème de société. C'est la façon dont notre société voit la mort, d'une façon très claire. C'est un problème qui, pour moi, je l'insiste, n'est pas médical. C'est-à-dire que même si la décision est médicale, je ne pense pas que le geste, si geste il doit y avoir, doit être médical. Donc vous êtes contre l'euthanasie? Non, c'est pas contre le fait que le médecin doive faire le geste. Pour moi, ce n'est pas à titre personnel, mais ce titre personnel, il est partagé par de très nombreux soignants. Et je veux qu'on écoute et qu'on entende ce que disent les soignants. C'est de dire, ce n'est pas du rôle du médecin, pour moi, de faire ce type de geste. Donc, voilà. Alors, dites-moi la différence entre être contre l'euthanasie et être contre le fait que ce soit un médecin qui fasse le geste. Il y a une différence. Si vous regardez, sans parler d'euthanasie, si vous regardez le suicide assisté en Suisse, non mais en Suisse c'est fait par une association qui s'occupe de cela et c'est pas forcément un acte médical. Donc ça irait mieux pour vous le suicide assisté plutôt que l'euthanasie. Mais je n'ai pas de. On essaye de comprendre. Non, je crois que vous voulez il faut pas que laisser. Ce soit les médecins qui le fassent, mais plutôt des équipes dédiées. Je veux que dans le un débat. cadre associatif. Nous avons eu avec la Convention citoyenne un débat apaisé. J'ai pu discuter avec des membres de cette convention. C'était très intéressant. Ils m'ont dit nous, on a changé d'avis plusieurs fois pendant les débats. Ça interpelle. C'est-à-dire qu'il y a une certaine dynamique dans la réflexion. Je pense qu'il faut laisser cette maïotique se faire. Maintenant, nous sommes dans cette phase parlementaire. Peut-être y aura-t-il des compléments ou pas. Et puis, on va voir ce qui arrive et comment on le discute à ce moment-là. Et vous Merci beaucoup, texte, Monsieur le Ministre. Dans un instant. Porter un texte ? Mais ça dépend quel texte. Et ça dépend si vous êtes au gouvernement. On va en parler aussi dans un instant avec Jim Jarassé du Figaro. Merci beaucoup Brigitte et Tam d'avoir été avec nous dans Audition publique. On va écouter maintenant, rejoindre Vincent Roux qui est en direct du Figaro Live. Bonsoir Vincent. Votre question au ministre. Bonsoir Elisabeth, bonsoir François Braun. Bonsoir. Alors, on va faire une hypothèse, c'est que vous restez au gouvernement, François Braun, et vous allez aborder le prochain budget. Bruno Le Maire annonce jusqu'à 15 milliards d'euros d'économies et la santé est concernée, a annoncé le ministre de l'économie. Alors, qu'est-ce qui sera visé dans ces économies budgétaires sur la santé ? On parle de médicaments. Alors, quel médicament sera déremboursé ? Écoutez, le sujet n'est absolument pas là pour l'instant. Vous le savez, nous discutons du PLFSS 2024 qui est en cours de discussion, en cours d'arbitrage d'ailleurs sur un certain nombre de sujets. Donc il faut laisser là aussi la discussion se faire. Moi, que la santé participe à l'effort national d'économie, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Maintenant, moi j'ai un objectif, c'est-à-dire que si économie il y a dans la santé, ces économies ne doivent pas être des économies budgétaires dans le sens strictement budgétaire, mais doivent être des économies qui ont une valeur en termes de santé publique. Je donne un exemple pour être très clair. La France, on le sait, est prescripteur d'antibiotiques beaucoup plus que les autres pays européens. Cette prescription, cette surprescription probable d'antibiotiques, elle génère de l'antibiorésistance qui est une plaie pour les années à venir. Lutter contre cette antibiorésistance en ayant une meilleure prescription des antibiotiques. Je pense par exemple à l'utilisation de ces tests, ces TROD dans l'angine avant de prescrire un antibiotique. Ça me semble être des mesures d'économie qui sont pertinentes. Très bien. Merci beaucoup Vincent. On vous retrouve évidemment à la fin de l'émission. Bonjour Jim Jarassé. Bonjour Merci Elisabeth. d'être avec nous du service politique du Figaro. Et c'est vous qui abordez les questions plus politique avec le ministre de la Santé. Tout à fait. Bonjour François Braun. Alors c'est l'heure encore des grandes manœuvres au gouvernement et les rumeurs de remaniement qui repartent de plus belle après la séquence des émeutes et avant le 14 juillet. Dans le Parisien ce week-end, Elisabeth Borne a rappelé avoir la confiance du président et elle a aussi vanté son bilan. Est-ce que vous dites ce soir que c'est la bonne personne pour poursuivre l'action du gouvernement dans ce quinquennat ? Écoutez, moi je travaille très bien avec la Première ministre, avec qui j'ai des échanges réguliers et je n'ai pas de doute quant à sa capacité de
Elle doit tenir rester la à position de la Matignon France. le plus longtemps possible? Écoutez, comme vous le savez, c'est pas moi qui décide, mais en tout cas, je peux dire que j'ai un travail qui est constructif et qui est fluide avec la Première ministre. Il y a un ministre, en tout cas, qui ne cache pas ses ambitions. Il s'agit du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui fait figure parfois dans la presse de premier ministrable. Est-ce que vous diriez, après la séquence des émeutes, qu'il a géré un peu entre fermeté et compassion, et bien que cette séquence l'a renforcé politiquement? Je pense que cette séquence des émeutes a été gérée de façon graduée, de façon équilibrée, qui nous a évité d'entrer dans l'état d'urgence, que ça a été géré de façon correcte, comme je vous le disais à l'instant, par le ministère de l'Intérieur, par le ministère de la Justice, et par le gouvernement et l'ensemble des ministres qui ont été directement en contact avec ces émeutes. Je me suis moi-même déplacé à l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis le lendemain de ce mouvement un petit peu de violence, heureusement verbale, qui a eu lieu, pour être sûr qu'il n'y avait pas de débordement de ce côté-là. Donc oui, je pense que l'affaire a été gérée par le gouvernement comme il se doit. On oppose souvent les ministres issus du sérail politique à ceux qui viennent de la société civile, comme c'est votre cas. Est-ce que vous trouvez que cette distinction est pertinente? Non. Non. Non, enfin, je pense, à moins qu'on me prouve que être de la société civile et connaître les dossiers que l'on traite est une mauvaise chose pour être ministre, mais je ne crois pas. Non, mais par exemple, le fait d'avoir été élu précédemment, le fait d'avoir finalement le sens du contact politique, d'avoir peut-être une circonscription, Écoutez, je ne sais pas, j'ai été élu plusieurs années de suite par les urgentistes pour présider leur principal syndicat. Est-ce que ça suffit? Et c'était quoi le plus dur, être à la tête d'un service d'urgence ou être ministre de la Santé? C'est pas pareil. Cette question est intéressante et je me la suis souvent posée. Je vais essayer de vous expliquer, alors rapidement, si j'ai bien compris, mais c'est difficile d'être trop rapide là-dessus, la façon dont je vois les choses. Je prends un exemple. J'ai beaucoup travaillé avant d'être ministre sur les questions de gestion de crise, avec toutes les crises que l'on a connues, et en particulier comment on doit analyser une situation. Prenez une boîte en carton. Voilà, vous mettez un objet dedans, fermez la boîte, faites un trou au-dessus et un trou sur le côté. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Vous regardez par le côté, et la personne qui regarde par le côté, vous lui demandez ce qu'elle voit, elle dit « je vois un triangle ». Okay. Vous demandez à la personne qui regarde par au-dessus, vous lui demandez ce qu'elle voit, elle dit « je vois un cercle ». In fine, vous avez compris, à l'intérieur, c'est un cône. Bien, pour savoir que c'est un cône, il faut avoir ces deux visions qui sont un peu octogonales. Et c'est un peu le sentiment que j'ai. J'avais une vision du système de santé assez large en tant qu'urgentiste, mais qui est une vision par le trou du côté. Et en étant ministre, je vois maintenant par le dessus et je pense avoir une meilleure vision de ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Cela peut répondre à votre question sur les ministres issus de la société civile. Vous disiez tout à l'heure avec honnêteté avoir un mea culpa sur le fait de n'avoir pas su convaincre vos anciens collègues sur la convention médicale. Est-ce que précisément là, un peu plus d'expérience politique ne vous a pas manqué? C'est toujours facile de réécrire l'histoire après. Peut-être, peut-être pas. Puisqu'on essaye de faire la différence et de voir la différence entre la société civile et puis l'expérience d'un ministre, du rapport de force, de la négociation politique aussi. Non, je pense qu'on était en plus dans des circonstances... Je ne me cherche pas spécialement d'excuses, même si je n'étais pas directement à la manœuvre, comme vous le savez, puisque c'est la sécurité sociale qui gère les choses, mais sur une lettre que je leur ai remise. Je pense qu'on était dans un contexte qui était aussi particulier. On était dans des discussions sur la PPL RIST, si vous vous souvenez, où il y avait des volontés de contraindre également. Donc il y a eu une surenchère un petit peu qui est sortie. Donc c'est plutôt le contexte. Je pense que le contexte n'était pas bon, mais je suis quelqu'un qui est viscéralement attaché au fait de convaincre. Donc c'est pour ça que ça m'a laissé une certaine amertume. Vous cherchez à convaincre, mais vous avez du mal à être connu des Français. Selon un sondage Odoxa publié par le Figaro, 56% des Français n'ont jamais entendu parler de vous. Ils ne regardent pas votre chaîne alors. Voilà, peut-être. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir pour les convaincre, que vous êtes la bonne personne au bon endroit? Écoutez, moi, je me déplace beaucoup sur le terrain. Je vais au contact des gens. Quand je les vois, ils me connaissent. Je pense que
j'explique et j'exprime la politique que je déploie sur beaucoup de médias. Alors peut-être est insuffisant, je ne sais pas, mais en tout cas, vous savez, moi, la transformation, cette refondation de notre système de santé, elle est faite d'un travail minutieux, mais d'un travail un peu de tâcheron, si vous voulez. Il n'y a pas d'effet waouh. Je peux annoncer quelque chose comme ça, je ne sais pas, je veux dire, vous n'aurez plus de problème de santé. Tiens, on en parlait tout à l'heure. Obligation d'installation des médecins. Si je dis ça, je vais être connu tout de suite partout. Or, je vous le disais, je suis persuadé que ça va être contre-productif, donc je ne vais pas le faire. Moi, je suis plutôt à faire un travail progressif qui cherche à arrêter cette spirale infernale, et je pense qu'elle est arrêtée maintenant, et puis maintenant de remettre la machine dans le bon sens pour qu'on sorte de l'ornière. Et vous voulez poursuivre cette action au sein du gouvernement pour continuer votre travail de remise en place de ce système en crise mais bien le plus longtemps possible. Parce que ce n'est pas abouti. Je vous le dis, je pense que là, cette spirale est en tout cas fortement ralentie, voire arrêtée. Il faut la remettre dans l'autre sens maintenant pour repartir sur de bonnes bases. J'aimerais faire ce travail, et je vais le faire d'ailleurs. Et puis, une fois que le train sera sur des rails et sera bien lancé vers l'objectif donné par le président de la République, on verra. Vous l'avez dit à Emmanuel Macron, pardon Jim, vous avez dit à Emmanuel Macron que vous souhaitiez rester à votre ministère? En tout cas, il ne m'a pas demandé si je souhaitais rester ou partir, mais il sait que je suis... Et vous pouvez lui passer des messages, c'est le moment. Oui, mais je ne suis pas comme ça. Enfin, je pense qu'il sait, il me connaît, il sait ma passion pour les choses que j'entreprends. Mais je pense qu'il me connaît, oui. Est-ce que c'est pas un peu le supplice chinois quand même pour les ministres en ce moment? Parce que certains d'entre vous sont donnés partant par des conseillers ministériels ou par la presse. Est-ce que vous vous dites peut-être qu'il aurait fallu un remaniement plus tôt pour que les choses soient claires, ou alors chaque jour est bon à prendre et puis vous continuez votre action? Je crois que moi je continue mon action. Comme je vous l'ai dit, mais dans une forme d'incertitude. Non, j'ai pas d'incertitude. Moi, vous êtes certain de rester alors? Mais je suis certain de rien. Personne n'est certain de rien. Mais en tout cas, ça ne me pose pas de problème quand je me rase le matin. Voilà, et je fais mon travail tous les jours dans l'axe qui m'a été donné, l'objectif qui m'a été donné par le président de la République et la première ministre, et je continue à déployer les mesures qui sont utiles pour atteindre cet objectif. Est-ce que parfois vous envisagez votre avenir en dehors du gouvernement? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous feriez si jamais vous deviez quitter le gouvernement? Vous savez, je suis praticien hospitalier, et je suis toujours praticien hospitalier. Peut-être une question sur Emmanuel Macron, dernière question, qui avait promis de revenir devant les Français pour faire le bilan des 100 jours, mais on a l'impression que l'Élysée semble un peu hésiter sur l'opportunité d'une prise de parole. Est-ce que selon vous, le chef de l'État doit prendre la parole cette semaine, le 14 juillet peut-être? Je ne me lancerai jamais dans les suppositions de ce que doit faire ou ne pas faire le chef de l'État. Cela le concerne. Je pense que s'il veut s'exprimer auprès des Français pour donner un petit peu le point, comme l'a fait la Première ministre ce week-end d'ailleurs, dans une interview. Du cap politique. Voilà, je pense que le président s'exprimera s'il juge que c'est nécessaire qu'il s'exprime. En tout cas, qu'il s'exprime ou pas, je continue à faire mon travail. Merci infiniment, Jim Jarassé, d'avoir été avec nous. Mais je reste quand même sur la question d'Emmanuel Macron à propos des émeutes. Il avait envisagé de sanctionner financièrement les parents des très jeunes émeutiers. Alors ensuite, il a un petit peu modéré son propos en parlant d'un traitement au cas par cas. Mais quand même, cette idée, elle est maintenant posée dans le débat public. J'aimerais savoir, vous, dans le fond, presque personnellement, comment vous vous situez? Est-ce qu'effectivement, il y a nécessité, après ce qui s'est passé, à responsabiliser les parents? Je pense que la situation est beaucoup plus complexe qu'on ne voudrait le mettre trop souvent en avant. Bon, nous avons eu ces phases d'émeute. La priorité, c'est la réparation des services publics qui ont été agressés, des écoles, des mairies. C'est urgent pour que l'État puisse continuer à fonctionner. Et je pense qu'il ne faut pas se précipiter dans des diagnostics qui seraient certainement erronés si on les faisait trop vite. Et qui dit, si vous permettez cette comparaison peut-être de santé, qui dit diagnostic erroné, dit probablement pas le bon traitement. Et je crois que c'est ce qu'a voulu dire le président de la République. C'est-à-dire qu'il faut d'abord bien évaluer la situation. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Pourquoi des quartiers qui n'avaient pas de problème se sont enflammés? Pourquoi d'autres, identifiés comme des quartiers à problème, ne se sont pas enflammés? Pourquoi ces émeutiers sont-ils si jeunes?
on a encore D'accord, beaucoup de j'ai bien pourquoi. compris ça. Mais vous dites, ne nous précipitons pas. Mais pardon, on a l'impression que certains estiment qu'être parent, maintenant, dire que les parents ont une responsabilité, c'est presque un gros mot. Je voulais votre réaction. Est-ce que vous J'allais dites comme continuer certains ma démarche. Non, mais j'allais continuer mon explication. Je pense qu'il est important de faire ce diagnostic et de prendre un tout petit peu de temps, pas de prendre des mois, mais de prendre un peu de temps pour faire ce diagnostic. Et je pense que dans les solutions là aussi sont multinodales ou multifocales. C'est-à-dire que tout ne va pas reposer sur l'école. Tout ne va pas reposer sur l'État. Il y a une part des réponses et des solutions qui sont à la main des parents, à la main des familles, à cette parentalité qui peut peut-être parfois être défaillante. Certaines familles, en tout cas, on peut les rappeler à leur responsabilité. Vous dites qu'il ne faut pas exclure ça d'emblée. Je pense que tout le monde a sa responsabilité dans ces émeutes et qu'il faut répartir la responsabilité à chacun. Il faut rappeler cela. Bonjour à vous, Damien Maudet. Merci beaucoup d'avoir, vous aussi, accepté de débattre et d'interpeller le ministre de la Santé. Vous êtes député LFI, vous avez choisi 2 thèmes. Tout à l'heure, vous parlerez de relocalisation des médicaments en France, c'est très important. Mais d'abord, le Ségur 1, faut-il un Ségur 2, c'est ça, votre préoccupation ? De toute évidence, mais j'aimerais commencer juste par une citation. La saturation des urgences entraîne une vraie augmentation des complications et de la mortalité, et pas aux urgences uniquement. Vous savez de qui elle est cette citation ? Peut-être de moi, parce qu'il y a déjà une étude dans ce sens, et sinon elle est reprise parce qu'une étude française, multicentrique, est sortie il y a 1 mois, qui montre cette morbide mortalité. C'était d'ailleurs la suite d'études internationales, américaines et canadiennes, qui ont montré la même chose. En effet, la vôtre, à l'époque, vous aviez mis en place un no-bed challenge pour mesurer... Un quoi ? Un no-bed challenge. Donc en fait, c'était un no-bed challenge quand Monsieur le ministre était président du syndicat SAMU Urgences de France pour savoir où est-ce qu'on manquait de lits, où il y avait des gens qui s'entassaient. C'est pas tout à fait ça même. La question aujourd'hui, c'est que à l'époque vous étiez donc syndicaliste et vous mettiez ça en avant. Aujourd'hui, vous êtes ministre. Il y a des centaines, des dizaines, des centaines de services où justement on a une saturation des urgences. Des fois, les urgences sont fermées. Tout à l'heure, je vous entendais dire que les urgences n'étaient pas fermées. Honnêtement, ce n'est pas vrai. Ce matin encore, j'avais des urgentistes qui m'expliquaient que cet été, ils allaient fermer un service pendant 10 jours. Dites-moi où, parce que là... Je pourrais largement vous le donner. En Dordogne, il y a les urgences qui sont fermées la nuit, par exemple. On pourrait citer aussi à Rouen, où il y a des difficultés sur certains services. On pourrait citer, je crois que c'est l'hôpital... Attendez, mais si vous voulez que je vous dise des exemples, je peux vous en donner un sacré paquet. Je peux vous donner un sacré paquet d'exemples de services qui sont fermés. Attendez, je vais vous retrouver ça. Je pense qu'il y a une différence, et j'ai expliqué tout à l'heure, entre fermeture et accès régulé. C'est pas du tout la même chose. Alors, attendez. Sur les exemples, les urgences de l'hôpital de Saint-Flour ferment plusieurs nuits. Les urgences de Fontenay-le-Comte ferment plusieurs nuits. Les urgences du centre hospitalier de Centre-Bretagne ferment plusieurs nuits. Les urgences de Brioude ferment plusieurs nuits. La maternité de Péronne, ça c'est la maternité qui ferme ses portes ce mois. Les urgences de Sarlat qui ont fermé plusieurs jours et plusieurs nuits. Donc, qui étaient en accès régulé. Montaigu-Vendée ferme plusieurs nuits. On a les urgences de Luçon qui ferment plusieurs nuits. On a les urgences de Lannion qui ferment plusieurs nuits. On a les urgences de Saint-Nazaire qui vont fermer plusieurs nuits cet été. Vous donnez bien sûr cette liste au ministre. En vérité, aujourd'hui, monsieur le ministre. Volontiers, mais déjà dans quelques exemples que vous avez cités, ce sont des urgences qui sont en accès régulé. Je pourrais vous la donner. Aujourd'hui, on a des services qui sont saturés. Moi encore ce matin, j'avais un urgentiste qui m'expliquait que quand il a pris son service, donc il y a 2 jours, il avait 45 personnes qui étaient dans les urgences. Et donc c'était pas de la bobologie, c'est des gens qui étaient dans les urgences parce qu'il fallait les garder en observation. Il y en avait 12 qui étaient là depuis plus de 24 heures et dont certains qui étaient là même depuis 4 jours. Aujourd'hui, moi, ce qui m'attriste, c'est qu'en vérité, vous étiez... 4 jours d'attente aux urgences sans être pris en charge ? Non, ils étaient pris en charge. C'était dans les urgences parce qu'il n'y avait pas de lit d'aval, il n'y avait pas d'endroit aussi des lits d'hospitalisation. Où les envoyer. Et il y a des lits d'hospitalisation qui étaient aussi fermés, notamment, dans certains services. Aujourd'hui, on voit ça. Moi, je vois vous qui étiez syndicaliste, et je me demande comment ça ne peut pas vous alerter. J'ai le sentiment de plus en plus... Attendez, qui vous dit que j'ai le sentiment... Quand je vous entends, vous dites... Je suis serein pour cet été. Pourtant, quand on parle à tous les médecins, personne n'est serein pour cet été. Alors, on ne parle pas forcément même, mais simplement sur ce point. Attendez, juste une question. C'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est en train de s'habituer à tout ça. On est en train de s'habituer à un moment où les gens peuvent attendre dans les urgences. Votre question, c'est quoi ? Et moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'il vous faudra ? Quand on voit des médecins, ils nous disent, si vous voyez Monsieur le Ministre, dites-lui qu'est-ce qu'il faudra. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que vous preniez enfin l'ampleur de la situation ? Alors, la réponse... Juste un tout dernier mot. Il y a un moment, il faut que ce soit un dialogue. Il y a quand même eu des décès sur des brancards, Monsieur le Ministre. Il y a quand même eu des décès. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous avertir ? Est-ce qu'il ne faudrait pas un plan Marshall pour l'hôpital ? Je pourrais m'amuser à vous retourner la question, puisque vous êtes membre d'un groupe politique, et j'attends d'avoir des propositions concrètes pour savoir ce qu'il faut faire. Moi, ce que fait
fait le gouvernement, on fait des choses. Déjà, on évite la saturation des urgences en régulant l'entrée des urgences pour que n'aillent aux urgences que les gens qui ont vraiment besoin des urgences. Pour justement éviter cette saturation, pour éviter cette morbimortalité accélérée dont vous parliez. Ensuite, on fait quoi? Et je l'ai fait, j'ai signé il y a un peu plus d'une semaine. On gère les lits non plus à l'échelle du seul établissement qui a son service d'urgence, mais à l'échelle de tous les établissements du secteur. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qu'on a fait pendant le Covid. C'est ce qui nous a permis partout, et j'étais sur le terrain, je sais, je l'ai fait, c'est ce qui nous a permis de tenir pendant le Covid. Et on fait pareil maintenant. On responsabilise cette prise en charge des patients urgents, non programmés, sur l'ensemble d'un territoire et plus seulement sur un établissement. Eh bien ça permet déjà d'améliorer les choses. Et c'est fait très largement en région PACA, avec une gestion qui est un peu plus large de l'ensemble des lits disponibles. Donc oui, il y a des solutions, oui, je mets en application des solutions. Maintenant, si la solution c'est de dire il faut rouvrir des lits, bien sûr, je ne demande que ça, mais pour ça, il faut des professionnels. C'est pas le tout d'avoir des lits, de mettre des patients dans des lits s'il n'y a personne pour les surveiller. S'il n'y a personne pour les surveiller. Mais quel est le plan pour recruter les professionnels? Aujourd'hui, il y a 70% par exemple des infirmières, donc c'est une catégorie, qui dit qu'elles ne sont pas satisfaites par les mesures du gouvernement et que ça ne suffit pas. Et vous le savez que ça ne suffit pas. Alors, et aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne pourra pas aller plus loin que le Ségur. Quand écoutez, on regarde à l'échelle macroéconomique... Ça ne suffit pas, peut-être. En tout cas, il y a eu des augmentations conséquentes par le Ségur. Il y a eu une augmentation encore récemment annoncée du point d'indice, donc il y a une amélioration des conditions. J'ai doublé les indemnités de nuit pour le personnel non médical. Nous rajoutons 6 000 infirmières qui sont formées. La formation d'infirmière est la formation qui est la plus demandée dans Parcoursup. C'est une formation qui est une vraie montée dans l'échelle sociale, puisque 50% des gens qui vont dans cette formation sont des gens qui font partie des... Non, absolument pas. C'est la formation qui est la plus demandée. Il y avait des problèmes. Donc, d'accord. Oui, et vous savez vous-même qu'au bout de 3 ans, tout un tas d'infirmières abandonnent. D'ailleurs, vous l'avez dit. Même avant. Vous l'avez dit vous-même dans la formation. Et c'est ça la vraie problématique. Non, mais laissez-moi finir, parce que ça, c'est important. Vous dites, les gens abandonnent. Oui, il y en a 10% qui abandonnent la première année. Ça, c'est un véritable problème. Et on fait quoi pour ça? Je suis en train de réformer complètement la formation et le métier d'infirmière. Et ça, avec la satisfaction de tous les représentants des infirmières. Il faut changer ce métier qui n'a pas évolué depuis 2004. On ne fait plus l'exercice infirmier de la même façon. Les infirmières ont plus de responsabilités. Elles travaillent main dans la main avec les médecins et les autres professionnels. On développe les infirmières en pratique avancée. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui se font pour les infirmières, mais vous savez comme moi que le système de santé ne se réforme pas en claquant des doigts, ni en 2 mois. Il faut du temps. Mais le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est surtout qu'on ne voit pas où est l'objectif. Monsieur Modec, quelle est votre proposition? Alors, qu'est-ce que vous voudriez? On a fait parvenir par ailleurs plusieurs propositions quand on avait fait un rapport qui s'appelait Allo Ségur, monsieur le ministre, donc ne dites pas que nous n'avons rien proposé. Il y a d'autres groupes, notamment avec la Fondation Jean Jaurès, qui ont fait des propositions. Seulement aujourd'hui, moi je pense qu'il faudrait partir par exemple d'une augmentation des salaires drastique, non pas parce que c'est la seule chose qui est demandée, mais c'est attirer avec de l'attractivité avec ces salaires. Mais après, derrière, il faut aussi mettre certaines choses en place. Je pense que la question des ratios n'est pas évincée aussi facilement, d'avoir un certain nombre. Il faut aussi poser cette question-là. Il y a la question de la pénibilité derrière à prendre en compte. Mais je pense honnêtement qu'avec les 183 € du Ségur, et on le voit bien que ça ne suffit pas, c'est que depuis le Ségur de la santé, il n'y a pas eu une croissance énorme de personnes qui viennent travailler à l'hôpital. C'est tout l'inverse. Mon sentiment, c'est qu'on ne va pas vers le mieux. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment, des gens vous disent, on va aller vers le mieux pour l'hôpital, personne n'est serein par vous. Et c'est bien ça le problème. Mais non, vous le voyez bien quand vous êtes oui, je le vois, parce que justement, je me déplace beaucoup et dans beaucoup d'endroits, y compris des endroits où ça ne va pas bien. Vous dites, les gens, il y a un problème d'attractivité à l'hôpital. Oui, mais bien entendu, je suis tout à fait d'accord. Et quand je discute avec les personnels, ce n'est pas qu'un problème de salaire, c'est un problème de conditions de travail. C'est pour ça que là, je mène la réforme pour revenir à l'échelle du service, à une échelle humaine dans l'hôpital, et non pas ces grands pôles gigantesques où les gens ne se retrouvent plus. C'est pour ça que on diminue tout ce qui n'est pas de l'activité de soins, que ce soit en ville comme à l'hôpital d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de choses à faire autour de ça. C'est pour ça que je réforme complètement ce métier d'infirmière, qui a d'autres objectifs maintenant, qui ne s'exerce plus de la même façon. Oui, il y a des choses à faire pour l'hôpital. Vous parliez des ratios. Je vais revenir sur cette notion de ratio. Parce que pardon, mais là vous êtes entre vous là. C'est quoi les ratios? Les ratios, c'est maximum de malades. C'est dire, quand il y a tant de patients, il faut tant d'infirmières. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le principe de ratio. Vous avez raison. Je dis qu'il faut le nombre de personnel en lien avec la charge en soins. Ça veut dire quoi? C'est une équivalence de ratio. Vous savez, je connais bien l'hôpital. J'y ai travaillé 38 ans, vous disiez. Vous pouvez avoir 2 services de médecine. Vous avez un service de médecine où le médecin a une orientation plutôt de maladies un peu rares ou de rhumatologie, par exemple, avec plutôt des patients jeunes et plutôt des durées de séjour courtes. Et vous avez le même service, éthique et médecine, avec des patients plutôt de 70 ans et des durées longues et des patients qui sont dépendants. Et bien, mettre un ratio identique pour tout ce qui s'appelle service de médecine, c'est une erreur. Par contre, dire qu'on évalue la charge en soins
soins. Et nous avons des outils d'évaluation de la charge en soins. Non, mais il le est CHU évident de Bordeaux que le c'est fait. pas un ratio unique pour tous les services. Ça, c'est une Monsieur évidence. Velay, si Donc, vous on voulez peut se parler de la retrouver sur ce relocalisation sujet. des médicaments, c'est maintenant. Oui, mais juste d'un point. Parce Sur qu'il les, reste sur, sur les, 5 sur les minutes. financements, moi j'ai du mal à croire aujourd'hui qu'on pourra faire mieux pour l'hôpital public avec moins d'argent. Aujourd'hui, la Fédération hospitalière de France dit qu'il leur manque entre 1,5 et 2 milliards d'euros, ne serait-ce que pour compenser l'inflation. On a Bruno Le Maire qui nous fait des menaces sur le fait qu'ils vont aujourd'hui sacrifier une partie du budget de la santé. Vous savez que c'est vrai, que le PLFSS n'est pas à la hauteur. Même, monsieur le ministre, on s'est même croisé à un moment donné, je vous ai dit le budget ça ne va pas, vous m'avez dit non, ça ne va pas. Aujourd'hui, vous le voyez bien qu'on manque de finances et c'est impossible de faire croire aux gens qu'on va faire mieux Vous avec avez déjà moins d'argent. évoqué cette question, mais On verra dans les discussions du PLFSS. On fera mais mieux en avec tout moins. cas, mais j'ai pas dit qu'on ferait mieux avec moins. En tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, on en a parlé, que si des économies il doit y avoir, ce sont des économies qui ont un sens en termes de santé publique. Et je donnais l'exemple de trop de prescriptions d'antibiotiques. Donc, en tout cas, moi, je ne ferai pas de coupe sur l'hôpital aveugle financière. Ça, c'est d'un autre temps. Maintenant, nous sommes dans une logique où on met en avant la prévention, où on met en avant la réponse aux besoins de la population, et c'est dans ce sens-là que je vais. Sur la question des relocalisations Ben oui, Alors, enchaînons sur la question des c'est intéressant, relocalisations. il reste 4 minutes. Il y a eu un rapport qui est sorti, vous l'avez sans doute vu au Sénat. Aujourd'hui, 2 questions simples. Est-ce que la France doit produire une partie de ses médicaments ? Nous, on pense qu'il faut que la France produise une partie de ses médicaments, notamment ceux qui ont été en pénurie. Ça peut être le cas de l'amoxicilline, mais la France, au sens que l'État se prenne en charge cette dimension-là. Et l'autre point, c'est la conditionnalité des aides. Moi, je suis à la Commission des finances. Je vois que nous donnons des crédits d'impôt à tout va, notamment, il y a le crédit d'impôt recherche dont on pourrait parler, et à des groupes qui, des fois, suppriment la moitié de leurs effectifs de recherche. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il faut une conditionnalité des aides sur la relocalisation ? Parce qu'on a eu la liste, mais on a le sentiment qu'il n'y a rien de contraignant et qu'elle pourrait partir du jour au lendemain. Alors, il y a un enjeu majeur, et je vous rejoins, sur la lutte contre les pénuries, d'une façon très générale. C'est un enjeu qui n'est pas que français, vous le savez. C'est un enjeu qui, pour le coup, est international. C'était l'objet de la dernière discussion avec mes homologues européens il y a un mois et demi. C'était entièrement sur cette pénurie de médicaments. Dans les réponses à la pénurie de médicaments, il y a plusieurs éléments. Et d'ailleurs, c'est le plan pénurie que je porte avec la définition de cette liste de médicaments essentiels. Qui est flou d'après le Sénat. Qui est flou, d'après le Sénat. Écoutez, le plan de relocalisation est flou. J'ai été à la Commission des affaires sociales du Sénat, je leur ai expliqué la façon dont cette liste avait été faite, et ils sont tout à fait satisfaits de mon explication. C'est pas ce qu'ils ont écrit dans le rapport. Mais... Oui, mais le rapport est sorti le matin même. Bon, et j'ai été reçu l'après-midi. Donc réécoutez-moi au Sénat, vous aurez l'explication qui convient. Le président de la République s'est engagé, dans le cadre de France 2030, à relocaliser de la production de médicaments, 25 molécules qui vont être relocalisées en France. Il y a la relocalisation en France, il y a la relocalisation en Europe. Et d'ailleurs, la France soutient un projet belge, et on n'est pas les seuls à le soutenir, on a une vingtaine de pays déjà à le soutenir, sur la relocalisation, entre autres, de la relocalisation en Europe d'une certaine production de médicaments. Et en France, bien entendu. Mais vous parlez de l'amoxicilline. L'amoxicilline est produite en Europe. Mmh. Donc le problème de la pénurie que nous avons eue d'amoxicilline, il faut très bien doubler des productions. Il n'est pas lié uniquement à un problème de production, il est lié aussi à un problème de mauvaise anticipation de la consommation et une explosion de la consommation en post-Covid. Ah, ça, c'est vrai que vous avez, je pense, mal anticipé pour le coup. Sur la question de la conditionnalité Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est la vérité. C'est pas la France qui a mal anticipé. Ce sont les industriels qui ont prévu leur production sur les chiffres de l'année précédente. Et on était en plein Covid et on avait des masques et on avait règle moins pour les d'infections. industriels ? Eh bien, justement, notamment sur la question des aides, sur la conditionnalité des aides. C'est le principe de cette liste des médicaments essentiels, d'avoir une cartographie de l'ensemble de la production, d'imposer aux industriels des contraintes. Il y en a déjà, vous le savez très bien, sur la liste des 3000 médicaments. On a des contraintes de stock qui vont de 1 mois à 3 mois en fonction des types de médicaments. Des contraintes qui sont liées à une menace sur l'homologation ou l'autorisation de mise sur le marché ? Non, c'est des contraintes qui sont liées simplement au fait qu'on paye les médicaments pour qu'ils soient sur le marché français. Et sur la conditionnalité des aides ? Aujourd'hui, est-ce qu'une entreprise qui touche des aides, est-ce qu'elle pourra les toucher, mais ensuite tout de même supprimer des postes de chercheurs et délocaliser ? Sanofi, durant le Covid, a touché 200 millions d'euros. Une semaine après, ils ont supprimé 1000 postes. Est-ce que ça, ce sera encore possible ? Ce sera la dernière réponse. Ça fait partie des choses à discuter, comme j'ai dit, il n'y a pas de tabou et tout doit être mis sur la table pour que les Français n'aient plus cette pénurie de médicaments. Vous vous engagez à envisager ça ou pas ? Vous vous engagez à envisager cette solution je le redis, présentée tout par est sur la table. Modèle. Il y a des discussions actuelles. Je vais pas faire les conclusions avant le groupe de travail qui a Donc été c'est impossible de dire si on donne de l'argent, ils doivent s'engager à respecter dans ce sujet précis des relations et du prix de médicaments
avec les industriels. La Première ministre a mis en place un groupe de travail composé de Novartis, IQVIA et que des anciens de l'industrie. Mais c'est pas parce qu'ils sont anciens de l'industrie qu'ils sont mauvais dans leur analyse. Bien sûr, j'attends simplement leurs conclusions pour me positionner. Ils vont donner leurs conclusions et en fonction de leurs conclusions, je me positionnerai sur ce qui doit être fait. On attend de la part d'un groupe d'experts composé majoritairement de gens de l'industrie pharmaceutique de réguler l'industrie pharmaceutique. Non, vous ne pouvez pas dire ça. On m'a reproché sur la liste des 450 médicaments qu'on ne sait pas d'où viennent les professionnels. Il y a 400 professionnels qui viennent des sociétés savantes. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de... Donc, toujours pas d'affirmation sur la régulation des aides. Pas de négation non plus. Donc ça veut dire qu'il n'y aura rien. Enfin, on connaît mais non, ça veut dire simplement que... Attendez, on peut pas... Alors, moi, je suis rapporteur de France 2030. Je sais qu'on a l'habitude de prendre des décisions, mais on crée un groupe de travail de spécialistes, on leur demande un avis. La moindre des choses, c'est d'attendre leur avis. Bon, vous êtes déçu par la réponse. Il n'y a pas de réponse, c'est de la langue. Merci en tout cas, Monsieur Maudet, d'avoir été avec nous. Restez encore quelques instants. Vincent Roux, au Figaro Live. Une question pour le ministre. Oui, c'est une question d'actualité, François Braun. Alors, un petit peu loin de votre domaine d'action pour l'instant, mais c'est une question qui va s'inviter pendant les 48 prochaines heures. C'est le sommet de l'OTAN qui se tient à Vilnius. C'est une question qu'on pose sur le site du Figaro. Est-ce que vous êtes favorable à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ? J'allais vous dire, est-ce que vous y êtes favorable avant la fin de la guerre ? Effectivement, ça sort un petit peu de mon champ de compétences. Je suis favorable à toute l'aide que l'on peut apporter en Ukraine. J'y étais moi-même il y a quelques mois, à Lviv d'ailleurs, qui a été bombardée. Et au niveau sanitaire, nous apportons un soutien important au niveau de l'Ukraine, y compris avec des professionnels qui y sont d'ailleurs en ce moment à Lviv, au centre de rééducation. Je pense qu'il faut que cette situation cesse, que cette guerre d'agression de la Russie cesse une bonne fois pour toutes. Et puis, nous serons dans des conditions satisfaisantes pour envisager l'avenir. Je pense que malheureusement, les Ukrainiens, avec cette guerre, ont du mal à envisager eux-mêmes leur avenir. En tout cas, c'est ce qu'ils me disaient sur place. Voilà, Vincent. Merci beaucoup. Et une question sur le Covid, Monsieur le Ministre, avant qu'on se quitte, parce que ça nous a suffisamment quand même impacté dans notre vie quotidienne. On n'en parle plus du tout. Mais il a disparu, le virus, là ? Alors, il n'a pas disparu, il est toujours présent. Il est présent sur le sol français ? Il faut être vigilant, il est présent à un taux extrêmement faible, un peu comme les virus hivernaux. Il y a encore des Français qui attrapent le Covid. Oui, il y a encore des Français qui attrapent le Covid, qui est une forme, heureusement, peu grave pour les gens qui n'ont pas de problèmes de santé particuliers, qui, comme la grippe, peut être très grave pour les gens qui ont des problèmes de santé. Et je serai amené à porter une campagne pour les maladies de l'hiver et à porter aussi une campagne de vaccination, grippe, Covid, pour les Français les plus fragiles. Si vous êtes toujours donc ministre de la Santé, à la rentrée prochaine, il y aura une nouvelle campagne de vaccination, enfin un rappel du vaccin, oui. Pour ce oui, il y aura et je porterai cette campagne, ne vous inquiétez pas. Et vous nous dites que vous serez aux manettes à ce moment-là. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Dernière de la saison, clap de fin d'ailleurs pour audition publique. Permettez-moi de remercier en particulier tous ceux qui à la technique nous ont accompagnés tout au long de ces émissions. Jean-Sébastien Perdreau au son, Frédéric Choquer à la réalisation, Laurent Luroy, truquiste, Jouza Benjik, script, Christophe Lafalise à la vision, Nicolas Brault, précieux assistant plateau, et au maquillage, Virginie Darmon. Et puis merci évidemment à toute l'équipe de rédaction, Germain Andrieux, Éléonore Picot et les formidables journalistes que vous avez vus encore ce soir, Brigitte Boucher, Tam Tranui, Jim Jarassé du Figaro, Yves Tréhard, qui n'était pas là ce soir, mais qui était un pilier d'audition publique. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir été invité de la dernière. Bonne soirée, bien sûr, et à bientôt sur le canal 13, l'LCP et Public Sénat. Bonne soirée.